Tanyini, itanyini, tanyini, oh, ngoberi tanyini, ne gobeki tanyini, 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 oh. Quand un général s'engage. Tiken Jaffa Kolu sur Radio Clédou 101.2. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou de sa matinale, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur Clédou de l'ensemble de son réseau. Nous sommes mardi 5 septembre de l'an 2017, il est 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Il s'agit de Bakary Sissé qui va prendre le journal et Abdoulaye Andan qui a la technique. Bakary, bonjour et bienvenue. Que Dieu sauve notre pays, le Mali. Amine, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. 4 septembre 2013, 4 septembre 2017, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu 4 ans au pouvoir. Il a placé donc la célébration de son 4e anniversaire sous les signes de la paix dans notre pays. Dans ce journal, Kassim Traoré donc nous donna d'amples informations. Et puis, jour de fête pour l'affluence sur nos routes. Lors des célébrations, nous constatons du nombre d'accidents de plus en plus en hausse par rapport donc au jour ordinaire. Cette année, que s'est-il passé réellement au niveau de Gabriel Touré? Fanta Diakité a posé la question donc au responsable des services de l'urgence des centres hospitaliers et universitaires, Gabriel Touré. Et puis nous allons parler sur le plan international. Vous le savez déjà, l'armée sud-coréenne a lancé tôt ce matin de nouvelles manœuvres à tir réel en mer du Japon. Après donc ces exercices militaires d'hier, c'est une nouvelle démonstration des forces de Séoul. On en parlera également au Kenya. La nouvelle élection présidentielle aura lieu le 17 octobre dans un peu plus d'un mois seulement. Seul Uhuru Kenyatta et Odinga donc y participeront. La commission électorale l'a annoncé hier soir. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 septembre 2017. Je le disais tantôt, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, entame la 5e et dernière année de son premier mandat. Élu le 4 septembre 2013, IBK a eu 4 ans au pouvoir. Il a placé la célébration de son 4e anniversaire au pouvoir sous les signes de la paix au Mali. Or, pour les Maliens, c'est sur ce plan d'ailleurs qu'il a échoué. Kassim Traoré a donné la parole à certains Bamakois sur les 4 ans de la gestion d'IBK. Voici donc son reportage. En 2013, 77% des Maliens ont voté pour IBK afin qu'ils puissent trouver une solution à la crise que connaît le nord du pays, surtout faciliter le retour de l'État à Kidal. Moi, je vois vraiment le village, je le juge très mitigé, très mitigé. On voit depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, l'accord n'est pas en bonne application. Kidal n'est pas dans le giron de la République. On fait croire chaque jour qu'après la signature de tel papier, tel accord, on aura la paix. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une paix durable comme on espère. Sur le plan sécuritaire, jusqu'à présent, ça ne va pas. Et l'année décrétée par le président de la République de lutter contre la corruption a été, comme on le voit, ça n'a pas marché. Dans les facultés de l'université de Bamako, les étudiants trouvent que les 4 ans d'IBK ont été caractérisés par une mauvaise gouvernance. Je m'appelle Fatoumata Koulibaly. Je pense que les 4 ans du président de la République, ça n'a pas été à hauteur de souhait. C'est une déception totale, voir qu'il n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes de sa population. Une mauvaise gouvernance à la totale. 4 ans d'IBK ont été marqués aussi par plusieurs affaires de détournement, comme l'achat de l'avion présidentiel, les surfacturations dans l'achat des armements militaires, mais grâce à la mise en garde du FMI, le pays s'est ressaisi. Moi, c'est Django Koulibaly. Par exemple, dans le domaine de l'amélioration de l'économie malienne, et dans ce domaine, vraiment, des efforts ont été faits. Il a décidé de louer les 15% du budget du Mali à l'agriculture. Et ces efforts sont en train de se réaliser sur le terrain. Sur le plan militaire, il y a eu des équipements pour les soldats maliens. Par contre, les Maliens ne sont pas contents de leur justice. Moi, je m'appelle Gabriel Tchenou. Pendant ces 4 années d'IBK, on a senti que
que l'impunité a pris l'ascenseur et la justice a essayé à un moment donné de manifester sa bonne volonté quant à comment faire face à cette injustice, à cette impunité. Malheureusement, ces attentes n'ont pas été comblées. Sur le plan de la sécurité, des efforts ont été faits dans le cadre de la formation des troupes. Des équipements ont été fournis aux éléments de la sécurité. Dans un entretien sur la télévision nationale, le président Ibeka dit que la paix est lente à s'installer et le Mali en paix, selon lui, passe par l'investissement au sein de l'armée et la revalorisation de l'agriculture. Merci Kassimo Traoré. Nous allons parler encore de la fête. Le Mali, à l'instar de la communauté musulmane, a fêté le vendredi dernier la fête de Tabaski. Pour ce jour de fête, les services d'accueil des urgences de l'hôpital Gabriel Touré ont enregistré 61 admis et 4 décès par accident. Nous vous proposons d'écouter ici le chef de service des urgences du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré et Django Odjibo, propos recueillis par Fanta Diakité. Comme d'habitude, le service d'accueil des urgences étant un service qui est ouvert pour pouvoir recevoir ce type de blessés, s'organise en avance par rapport à l'événement. Et cette organisation, elle est basée essentiellement sur l'étoffement du personnel. Tout ceci, les normes vont être augmentées. Cette organisation va aussi intéresser à la disponibilisation des médicaments d'urgence dans le cadre de ce qu'on appelle les kits d'urgence qu'on va prépositionner au niveau de la pharmacie. C'est toute cette organisation que nous mettons en place avant la fête et qui va continuer après la fête et pendant la fête. Et cela nous a permis cette année de recevoir 61 consultations, qui est un peu plus bas que ce que nous avons reçu l'année dernière, parce que l'année dernière on était à 72 consultations. Fait aussi exceptionnel cette année, c'est que moi j'étais dans le service, 14 heures le jour de la fête, nous n'avons reçu que 14 consultations. Et le reste est arrivé au-delà de 14 heures. Toujours par rapport aux admissions, l'année dernière nous n'avons pas enregistré des décès liés aux accidents de la voie publique. Cette année, oui. Cette année, nous avons enregistré des décès liés aux accidents de la voie publique. Il y a eu 2 décès avant l'arrivée à l'hôpital. C'est ce que nous appelons des décès avant soins. Et nous avons aussi enregistré 2 décès au cours de la prise en charge, donc des patients qui sont rentrés quand même au niveau du service et qui sont décédés secondairement suite à des accidents de la voie publique. Eh bien, voilà, donc c'était M. Dr Django Odjibo. Il est le chef de service des urgences du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, propos recueillis par Fanta Diakité. Quant à la protection civile de Bamako, elle a enregistré au cours des festivités de la fête de Tabaski peu d'accidents comparativement à l'année dernière. Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la capitale malienne sur 51 cas d'accidents pour 75 blessés. Nous allons écouter le commandant Bakari Ndao. Il est le directeur régional de la protection civile de Bamako. Il nous parle ici du dispositif mis en place au micro de Mahamadou Kane. Nous avons un dispositif quotidien que chaque centre est équipé d'une équipe de garde cette équipe est permanemment sur place, composée d'un ancien pompe, d'incendie, d'une ambulance, chaque centre de secours. Et par rapport à d'une moto qu'on appelle la moto d'intervention rapide, les MIR, qui sont dans le carrefour. Et souvent le matin ou le soir, pendant les heures creuses, on déplace ce dispositif quotidien dans le carrefour accidentogène, et pour être très proche de l'accident, on appelle ça secours de proximité. Maintenant, mais au-delà de ça, pour l'événement de la fête, nous avons renforcé ses capacités traditionnelles. Donc, quand on va, par exemple, chaque centre a eu 2 ambulances supplémentaires, et que au-delà du secteur opérationnel, chaque centre avait en tout cas la responsabilité de gérer un axe routier. Et quand on prend Sogonongo gérait l'axe routier de Ségou, et surtout gérait l'axe routier de Mourbabougou, et Kati gérait l'axe routier de Kangamba. Voilà en quelque sorte qu'on a pu en tout cas renforcer nos capacités par rapport aux hommes, par rapport aux moyens, parce que d'habitude on déploie 107 personnes quotidiennement dans nos services quotidiens. Mais nous étions aujourd'hui, pendant les 3 jours de la fête, nous étions à 222 agents déployés uniquement pour Bamako. Vous avez presque doublé l'effectif. On a presque doublé l'effectif, c'est parce que chaque fête demande un engouement important et ça demande un mouvement populaire, raison pour laquelle il fallait être à la hauteur.
Bakary Ndaw, le directeur régional de la protection civile de Bamako, pour recueilli par Mahamadou Khan. Nous allons terminer avec le chapitre de la fête pour signaler que l'association Temps d'aide Mali, en collaboration avec le groupe Collège Horizon, a procédé à la distribution de viande à Bamako et environ, donc c'est au total 450 bœufs qui ont été distribués, donc abattus, dont la viande a été distribuée à 13 500 familles. Cette action vise à offrir le sourire aux familles en situation difficile au Mali lors de la fête de Tabaski. Clé d'info, première édition, 7h passées de 10 minutes dans notre studio. Sur le plan international, l'armée sud-coréenne a lancé ce mardi 5 septembre de nouvelles manœuvres à tir réel en mer du Japon, après donc ces exercices militaires d'hier. C'est une nouvelle démonstration de force de Séoul des jours après que le voisin sud-nord-coréen a mené son 6e essai nucléaire souterrain, le plus puissant de tous. Le régime de Pyongyang affirme avoir réussi à faire exploser une bombe thermonucléaire et miniaturisée. Sur le plan diplomatique, le président sud-coréen s'est entretenu dans la nuit avec son homologue américain. Donald Trump a donné son accord pour supprimer la règle qui interdit à Séoul de posséder des missiles pouvant emporter une charge utile dépassant à 500 kg. C'est significatif. Cela permettra à la Corée du Sud de renforcer ses propres capacités de dissuasion. Les deux dirigeants veulent aussi des sanctions beaucoup plus fortes visant donc pour la Corée du Nord. Le président donc de la Corée du Sud, lui, souhaite d'ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU discute un embargo sur le pétrole à destination du Nord. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni hier lundi à New York pour tenter de trouver une issue à la crise nord-coréenne, les diplomates ont unanimement condamné le 6e essai nucléaire de Pyongyang et appelé à voter de nouvelles sanctions dès la semaine prochaine. Les Américains semblent donc toujours vouloir privilégier la voie diplomatique. Parmi ces mesures qui pourraient être votées dès lundi prochain, on évoque un possible embargo sur le pétrole, des sanctions visant les secteurs du tourisme, du textile et des travailleurs étrangers et nord-coréens. Une commission indépendante d'enquête de l'ONU sur les crimes commis au Burundi a rendu son rapport, c'était hier lundi. Elle exhorte la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur les crimes contre l'humanité et autres atrocités au Burundi. Son président parle d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Et FATSA va plus loin d'ailleurs. Il blâme une politique de l'État burundais, un rapport qui pointe du doigt une responsabilité jusqu'au sommet de l'État pour la première fois, en tentant donc de démontrer la mécanique qui structure donc ces violences. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, s'est rendu en Libye et était ce lundi à Tripoli pour relancer l'accord de la Sainte-Cloud près de Paris, signé le 25 juillet dernier pour une sortie de crise libyenne. Avant son départ, Jean-Yves Le Drian avait annoncé que cette visite visait aussi à renforcer les deux principaux acteurs constitutionnels dans le pays. Il s'agit donc de Fayez El-Sarrach, premier ministre du gouvernement d'union nationale, et Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen. Depuis l'accord, plusieurs développements se sont produits qui peuvent donc compliquer cette mission du ministre français. Nous allons terminer l'actualité internationale par le Kenya. Dans ce pays, la nouvelle élection présidentielle aura lieu le 17 octobre prochain, dans un peu moins d'un mois seulement. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga qui participeront. La commission électorale l'a annoncé hier soir. Vendredi dernier, la Cour suprême avait en effet annulé la victoire du président sortant et ordonné l'organisation de nouvelles élections sous 2 mois. Depuis donc, la commission est sous pression pour organiser un nouveau scrutin, cette fois sans irrégularité dans les temps.
7h passées de 14 minutes, c'est la chronique santé comme tous les mardis. Aujourd'hui, Fanta Diakité va nous parler donc des déchets médicaux, les risques surtout donc sur la santé humaine. Nous allons suivre ensemble la chronique santé signée par Fanta Diakité. Les déchets biomédicaux sont issus des activités sanitaires, que ce soit au niveau des diagnostics ou des analyses biomédicales. Ces déchets représentent un danger pour la santé, autant dans l'air collecte que dans l'air dépôt à cause de leur nature. Aboubakar Abidine Maïga. Le premier risque d'abord, c'est un risque physique, parce que dans cette production de soins, on génère des déchets piquants tels que les seringues et autres qui peuvent conduire à des blessures, à d'autres traumatismes. Donc ça, c'est des risques vraiment physiques. Il y a également des risques biologiques, parce que ces déchets peuvent véhiculer des micro-organismes avec des agents pathogènes. Et tout le monde sait avec la pandémie du sida et puis d'autres épidémies liées aux hépatites et autres là, donc ça peut créer un risque infectieux. Donc c'est extrêmement important. Et le dernier des risques, je pourrais parler des risques chimiques, parce que dans nos centres de santé, nous pouvons avoir des médicaments périmés. Donc c'est un risque chimique. Pour minimiser les risques, il est conseillé de faire un tri à la source. Cela nécessite la disponibilité au niveau de nos centres de santé, 3 types de poubelles. Le ministère de la Santé a instruit l'ensemble des structures de mettre des sachets plastiques à l'intérieur de ces poubelles, parce que les déchets ne doivent pas rentrer en contact avec les parois. Et aussi, le ministère de la Santé a fait ces dernières années des efforts très importants pour mettre à la disposition de nos structures des poubelles, mais également des incinérateurs pour le traitement des déchets. Grâce aux efforts consentis par le ministère de la Santé et ses partenaires comme la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs études ont été faites pour évaluer la situation des déchets biomédicaux. S'il n'y a pas un tri à la source pour minimiser par exemple les déchets plastiques par exemple, une fois que vous les incinérez et si vous tombez sur des incinérateurs qui ne répondent pas aux normes, ça peut générer dans l'environnement ce qu'on appelle des polluants organiques persistants tels que les furanes et les dioxines. Et ces polluants sont vraiment interdits. Il y a même une convention internationale qu'on appelle la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants qui interdisent l'émission de furanes et de dioxines dans l'environnement. Et le Mali a signé cette convention. Une autre convention internationale qu'on appelle la convention de Bâle qui s'occupe également des déchets spéciaux, c'est-à-dire des déchets dangereux. Et les déchets biomédicaux font partie des déchets dangereux. La gestion des déchets biomédicaux est toute une chaîne. C'est pour cela qu'un support éducatif a été développé et montré au personnel soignant les différents types de déchets et les conduites à prendre. Aboubakar Abidine Maïga. D'abord, le tri des déchets n'est pas seulement l'affaire des agents chargés de l'extraction ou des manœuvres. Le tri se fait dans les unités de production des soins. Quelqu'un qui vient de faire une injection, il sait que après l'injection, ça devient un déchet, la seringue. Donc, ça va dans des boîtes de sécurité couleur jaune. Donc, si cette personne ne fait pas ça, ça pose un problème dans la chaîne. En ce qui concerne les incinérateurs, je peux vous dire, toutes les fois où nous avons installé des incinérateurs, les agents ont été formés à l'utilisation de cet incinérateur, c'est-à-dire par rapport au préchauffage pour avoir la température requise parce que le minimum c'est entre 800 et 1000 degrés pour pouvoir avoir une installation efficace. En dessous c'est du brûlage, la combustion est complète et ça peut porter préjudice à l'environnement, de fait sur la santé également. Il n'est plus à démontrer que les incinérateurs qui sont au niveau de nos établissements sanitaires permettront de détruire les déchets, mais leur présence au centre-ville n'est pas conseillée. Une bonne stratégie de gestion des déchets biomédicaux permet de minimiser la contamination du personnel soignant, les patients et leurs accompagnateurs. De plus, tout le monde y gagne. Alors, merci Fanta Diakité. Nous allons vous retrouver le mardi prochain pour une autre chronique santé sur notre antenne. C'est la fin de cette édition. Il est 7h passées de 17 minutes. En attendant, voici la situation synoptique générale du temps. Le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, qui seront de composantes nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés associés de pluies se manifesteront dans l'après-midi dans les régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Des orages isolés associés de pluies interviendront au cours de la nuit dans la région de Kaï et Mopti. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest
reste d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages isolés associés des pluies se produiront dans l'après-midi. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et de 23 degrés. Le soleil s'est levé à 6h19 et le soleil se couchera aujourd'hui à 18h42. Voilà, c'est tout pour cette édition. La première de Clé de Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé. Mise en onde d'Abdoulaye Andan. Reste avec nous. L'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.